Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour un nouveau panorama. Cette semaine, nous rencontrons des associations qui rendent la montagne accessible à tous. Elles emmènent des personnes en situation de handicap ou en difficulté sociale sur les chemins de randonnée ou encore sur les pistes de ski. Et nous débutons cette série de rencontres avec l'association Yambi. Bonjour Clélia. Bonjour Victoria. Bonjour Sikou. Bonjour Victoria. Merci d'être tous les deux avec nous. On vous connaît déjà un petit peu sur 8 Mont Blanc puisque je vous avais rencontré alors que vous étiez en pleine préparation d'un défi un peu fou, gravir le Mont Blanc. Clélia, avant de revenir sur cette ascension, revenons sur les origines de l'association Yambi. Pourquoi tu as créé cette association ? Donc on a créé l'association Yambi il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. Ça faisait plusieurs années qu'on voulait le faire avec mon amie Marion Aerti qui est quadruple championne du monde de snowboard. Ça fait depuis 2018 environ qu'on souhaite le faire parce qu'on veut pouvoir partager nos montagnes avec ceux qui n'y ont pas accès. Et on ne l'a pas fait tout de suite parce qu'on était trop occupés toutes les deux. Et là, avec le confinement, quand on a pu enfin ressortir dehors et reprofiter de nos montagnes, on s'était dit que c'était le moment parce qu'on a tous été isolés, mais des personnes plus que d'autres. Donc les personnes qui vivent dans des foyers d'accueil pour demandeurs d'asile ou réfugiés vivent dans une proximité vraiment intense. Ils sont 4 à 6 par chambre dans des foyers d'une 50aine de personnes. Donc l'isolement et le confinement, a été vraiment difficile pour eux. Peut-être plus que pour tout le monde, de par ces conditions. Donc quand on a rouvert, on s'est dit que c'était le moment de le faire. Et voilà, du coup, on s'est jeté à l'eau l'été dernier. Et maintenant, ça va faire presque 1 an et demi qu'on existe. Cette association, elle vient de convictions profondes que tu as quand on te rencontre, on le sait. Et son origine, elle prend vraiment racine dans ton enfance, il me semble. Oui, c'est ça. Donc mes parents travaillaient beaucoup quand j'étais petite. Donc j'ai été élevée par une nounou qui s'est occupée de moi de mes 2 mois à mes 18 ans. Parce qu'à 18 ans, j'étais toujours pas propre. Donc j'avais toujours besoin d'une nounou. Et donc elle venait du Burundi, qui est un tout petit pays d'Afrique qui a connu le génocide en même temps que le Rwanda. Donc elle a dû fuir au début des années 90 parce que, pour fuir la guerre. Et quand elle est arrivée en France, elle s'est tout de suite occupée de moi et elle m'a élevée en me racontant son histoire, son pays, sa fuite, pourquoi elle a dû partir. Et on a appelé l'association Yambi en honneur pour elle, puisque tous les soirs, quand elle me mettait au lit, elle me disait Yambi, Yambi en me couchant, ce qui voulait dire je t'embrasse, je veille sur toi. Voilà, vraiment de la bienveillance en fait. C'est difficile de traduire Yambi en une seule phrase en français, mais c'est un mot qui est dit dans plusieurs langues africaines, pas seulement la sienne, ça se dit aussi en swahili et d'autres langues. Donc c'était un clin d'œil à ma nounou et c'est aussi un mot que plusieurs demandeurs d'asile ou réfugiés qu'on accompagne comprennent. Comment s'est passée la rencontre avec Sikou, Clélia ? On s'est rencontrés sur la 2e sortie en montagne ou même la première, je crois. On s'est rencontrés vraiment au tout début de l'aventure et on était partis en randonnée juste derrière Annecy d'ailleurs. On faisait le col des Frettes, il me semble. Et on s'est tout de suite super bien entendus et c'était vraiment une belle journée qui a lancé le début d'une amitié profonde entre Sikou et moi. Une aventure aussi, celle du Mont Blanc. Sikou, comment tu as réagi quand Clélia t'a dit et si on tentait l'ascension du Mont Blanc ? Qu'est-ce que tu as pensé à ce moment-là ? Et au début, c'était compliqué parce que j'ai imaginé Mont Blanc, grande montagne. Et je me suis dit, ça va être du boulot à faire. Et j'ai un peu hésité au début pour faire les Mont Blanc parce que j'avais peur de ne pas réussir et de ne pas pouvoir monter jusqu'à là-haut. Clélia, pourquoi tu as proposé à Sikou et à un autre petit... Enfin, il y a d'autres aussi réfugiés dans le groupe qui a fait cette ascension. Pourquoi tu leur as proposé cet objectif-là ? Parce qu'on voyait déjà à chaque fois qu'on partait à Chamonix pour faire des randonnées qu'il y avait vraiment un attrait pour le Mont Blanc. Ça les faisait rêver de le voir d'aussi près. Et en fait, ils vivent dans des conditions assez difficiles où parfois en Haute-Savoie, les demandeurs d'asile n'ont pas le droit de travailler en Haute-Savoie. Du coup, ils sont juste dans l'attente en fait. Et c'est difficile de se lever le matin quand on n'a aucun objectif. Donc on y a réfléchi avec Marion et les autres membres de l'équipe. On s'était dit que ça pourrait être vraiment un super projet pour eux. Parce que c'est un projet qui est sur du long terme. On s'engage sur plusieurs mois pour s'entraîner, pour se préparer. Donc ça donne un objectif qui est gratifiant en plus, puisque on est en mobilité, on fait du sport, on part s'évader dans la montagne.
Et donc voilà, on s'était dit que c'était vraiment quelque chose qui pouvait leur faire du bien pour leur santé morale et mentale. Et en plus, on s'était un petit peu renseigné, on avait vu qu'il n'y avait encore aucun réfugié qui avait gravi le Mont Blanc. Du coup, c'est une petite fierté supplémentaire pour eux d'être les premiers. Et c'était vraiment pour leur redonner courage et espoir et un objectif en fait. Il y a eu une longue préparation. Ça a été difficile, Sikou, la préparation? La préparation, ça a été difficile parce qu'on s'est beaucoup entraîné et on a fait plein d'activités parce qu'on tenait vraiment à faire les Monts Blancs et puis on a fait tout pour y arriver. Ça a été beaucoup de randonnées, beaucoup de footing aussi, Clélia, tous ensemble? Oui, il a fait très moche cet été. Donc on a un peu souffert en entraînement. On a commencé par beaucoup de footing parce qu'en fait il faisait trop moche pour aller en montagne. Donc c'était même pas accessible en fait au mois de mai, c'était juste impossible, vers avril-mai. Et dès qu'il a fait un peu meilleur, on a fait beaucoup de randonnées. Ensuite on a fait des entraînements en haute montagne avec des guides de Chamonix qui nous ont emmenés bénévolement pour nous apprendre à marcher en cordée, à marcher cramponné. Et on a fait aussi pas mal de renforcement musculaire à la salle de sport. Et ça a été un entraînement vraiment complet. Il y a eu aussi toute une préparation psychologique avec l'aide notamment de Christine Janin, la marraine de l'association, qui nous a raconté son histoire à l'Everest, qui nous a préparé aux difficultés de l'altitude et à toutes ces choses-là. Donc ouais, on a pris ça très au sérieux. Et ça y est, vous l'avez réussi, ce Mont Blanc, on met fin au suspense. Vous l'avez gravi le 23 septembre dernier. Comment vous l'avez vécu? Sur le plan physique peut-être déjà tous les deux? Sur le plan physique, je pense qu'on est tous les deux d'accord, et pareil pour les autres membres de l'équipe, Jomain et Cambar, les deux autres réfugiés qui l'ont fait avec nous. On a trouvé ça au final plus facile que ce qu'on s'attendait parce qu'on s'était tellement entraînés. On nous avait prévenu que ceux qui n'arrivent pas à faire le Mont Blanc, c'est ceux qui sous-estiment la difficulté. Donc nous, on l'a peut-être un peu surestimé du coup parce qu'on avait tellement peur de ne pas y arriver. Et on a eu une chance incroyable, il a fait tellement beau, on a été récompensés de nos galères des entraînements et on n'a pas souffert de la météo, on n'a pas souffert du froid, donc ça a rendu ça encore mieux en fait, c'était que du bonheur. Que du bonheur. Qu'est-ce que tu as ressenti, Sikou, là-haut, quand tu es arrivé au sommet du Mont Blanc? C'était tellement fort que moi, il y a eu beaucoup d'émotions et j'arrivais pas à croire que je peux arriver là-haut. Et c'était tellement... Je n'ai même pas les mots pour dire quelle joie j'ai eu et quelle fierté aussi j'ai eu pour monter là-haut et tous ensemble. Ce qui m'a aussi marqué, c'est tous cordés l'un à l'autre. Et c'était tellement beau. Je pense à ça, les plus beaux moments de ma vie. Et je ne veux pas l'oublier. C'est inoubliable. J'ai en tête cette photo de toi, Sikou, effectivement, avec le drapeau du Mali en haut du Mont Blanc. Et tu n'avais pas prévenu ta maman, je crois, du jour, en tout cas de l'ascension, pour pas qu'elle s'inquiète, c'est ça? Ouais, pour pas qu'elle s'inquiète. Parce que quand je vais le dire, quand je vais monter, même si elle va des gymnases, elle dit fais attention parce qu'elle a toujours peur. Ouais. C'est une fierté pour toi? Ouais, une fierté. Ce qui compte plus pour moi, c'est d'avoir la fierté de mes parents et ouais, je suis très content pour ça. Clélia, on le sent, il y a eu beaucoup d'émotions là-haut et pendant toute l'ascension également. Oui, quand on est arrivé en haut, moi personnellement j'étais un petit peu sonnée parce que les 200 derniers mètres m'ont fait un petit peu mal à la tête avec l'altitude. Donc j'avais un peu du mal à réaliser et c'est en regardant les garçons en haut, j'ai vu que Sikou pleurait, que Cambar pleurait aussi, avec beaucoup de pudeur, ils se cachaient derrière leurs lunettes, ils voulaient pas trop qu'on les voit pleurer. Mais on s'en est tous rendu compte et du coup tout le monde a pleuré. Les guides ont pleuré, Marion a pleuré, Léo a pleuré, on a tous pleuré, on s'est tous jetés dans les bras l'un de l'autre. Et il y avait d'autres personnes qui étaient au sommet en même temps que nous, qui nous regardaient un peu comme qu'est-ce qui se passe. Et c'était un moment qui était vraiment très très fort. On s'attendait à ce que ce soit fort, mais peut-être pas à ce point-là. Marion est même venue à me dire que c'était un niveau d'émotion équivalent à son premier titre de championne du monde. Donc je pense que ça veut dire beaucoup sur comment on s'est senti quand on était là-haut. Et ouais, c'était incroyable de vivre ça tous ensemble en fait. Comment se passe le retour sur Terre maintenant? Ça a été un petit peu difficile, j'imagine, les jours suivant l'ascension?
Oui. Après le Mont Blanc? Ouais. Moi, j'arrivais pas à descendre sur terre. Ah ouais, c'était vraiment. On a mis quelques jours Ouais. à se remettre dans la routine en fait, parce qu'on avait des images plein la tête. On n'arrivait pas à dormir aussi. Le jour où on est rentré, aucun d'entre nous a réussi à fermer l'œil de la nuit, parce qu'on était juste trop excités en fait de ce qu'on venait de vivre. Et puis voilà, puis après la vie reprend de toute façon. Donc maintenant on a vécu cette aventure incroyable et on se prépare pour vivre les suivantes. Alors justement, Clélia, quels sont les projets maintenant que tu as pour l'association avec Sikou et avec les réfugiés de l'équipe? Donc on a plusieurs projets là sur lesquels on travaille. Pour les membres de l'équipe Sikou, Jomain et Kambar, on part sur des projets plus d'insertion socio-professionnelle maintenant. L'objectif de ce Mont Blanc, c'était vraiment de leur remettre le pied à l'étrier, leur redonner confiance en eux, en l'avenir, leur redonner courage. Et maintenant, on essaye de les remettre en selle pour qu'ils puissent vraiment devenir autonomes dans leur nouvelle vie en France. Donc on est notamment en train de financer par exemple le permis de conduire pour Jomain, pour qu'il puisse être autonome dans ses déplacements, lui faciliter ses recherches d'emploi. Voilà, on est sur ce genre de projet. Pour Sikou, malheureusement, vu qu'il est encore en situation de demande d'asile et que le préfet ne l'autorise pas à travailler en Haute-Savoie, c'est un peu compliqué pour nous de l'accompagner sur ce genre de projet. Mais du coup, on l'accompagne dans son dossier d'asile et on espère qu'il y aura bientôt un dénouement à cette situation qui dure depuis un petit moment maintenant. Et on monte aussi d'autres projets sportifs pour destiner à d'autres groupes de jeunes réfugiés demandeurs d'asile qui vivent dans la région. Notamment dans 2 semaines, on va emmener un groupe de 5 réfugiés faire un stage de 2 jours de parapente pour leur apprendre à voler tout seul, avec vraiment cette idée de les faire s'évader tout en restant sur place en fait, et de leur transmettre toutes les valeurs, un peu comme on a transmis à travers l'alpinisme et le Mont Blanc, des valeurs d'évasion, de courage, de persévérance. Et on a d'autres projets aussi à travers l'équitation pour aider l'équitation en thérapie, pour aider des jeunes Afghans qui vont pas très bien avec tout ce qui s'est passé en Afghanistan. Et puis on se prépare pour la saison d'hiver aussi, reprendre les cours de ski. Et on sait que Sikou a hâte parce qu'il a adoré les cours de ski qu'il a pu faire déjà l'hiver dernier. Donc voilà, on est bien occupés. Et j'ajoute que Sikou, si tu ne peux pas travailler, en tout cas tu es très actif puisque tu es bénévole dans pas mal d'associations. Oui. Est-ce que tu as hâte de continuer aussi le sport, la montagne avec Yambi? Ouais, j'ai hâte. C'est devenu ma nouvelle vie. Tous ces sports que je ne connaissais pas avant, faire du ski, partir à la montagne, c'est devenu un véritable plaisir pour moi. Une nouvelle vie et une nouvelle famille, c'est ce que vous dites Ouais, une nouvelle souvent. famille, oui. Merci beaucoup à tous les deux, Clélia, Sikou, d'être venus nous voir et bonne continuation à vous. Merci à vous, Victoria. Merci à vous aussi. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour le prochain volet de ce panorama. Je recevrai l'association Loisirs Assis Évasion. Merci et à très vite. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 2e épisode de notre panorama consacré à la médiation par la montagne. Après l'association Yambi que nous avons rencontrée hier, je suis aujourd'hui accompagnée de Frédéric Bougnol. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'association Loisirs Assis Évasion qui est basée à Passy et qui a pour objectif de permettre au plus grand nombre de personnes en situation de handicap d'accéder à la montagne, aux activités de plein air. Comment vous rendez cela possible avec votre association ? Alors, pour rendre l'accessibilité à la montagne, il y a plusieurs facettes. Alors souvent, on voit la facette matérielle, le matériel spécifique, etc. Mais ça va bien au-delà de ça. C'est que c'est toute une chaîne d'accessibilité qu'il faut avoir en place, c'est-à-dire aussi bien les transports, pour que les gens puissent se déplacer, venir en vacances dans nos montagnes, et ensuite puissent se déplacer sur place pour aller d'un secteur d'activité à un autre ou d'une enceinte de loisirs à une autre. Voilà. Et aussi pouvoir profiter des loisirs qu'on a communément pour tout le monde, c'est-à-dire cinéma, plage, musée,
Donc c'est un ensemble de paramètres. Plus spécifiquement par rapport à l'association, nous on met un point d'orgue à avoir des matériels adaptés par rapport aux différents types de handicap que l'on va rencontrer. Ça va être aussi bien sur l'hiver que sur l'été. Et les différents types de handicap, ils sont divers. On est quand même plus basé sur soit du handicap moteur, soit du handicap intellectuel. On ne va pas parler de handicap pour ces personnes-là, mais on a aussi des personnes âgées. Donc on va plus être sur la complexité des personnes à mobilité réduite. Et on ne va pas parler que des personnes handicapées. Et donc on arrive à recevoir ces différents publics. Sur la partie sensorielle, c'est vrai qu'on reçoit des personnes malvoyantes, non-voyantes, mais on en a beaucoup moins que l'autre type de public que l'on reçoit. Vous êtes vous-même un professionnel de la montagne, moniteur de ski, de parapente. Pourquoi vous avez voulu vous investir dans l'accessibilité pour ce public-là à la montagne ? Alors moi, j'ai commencé en 94, c'est en rencontrant une personne à l'ENSA qui était en fauteuil, qui m'a fait une intervention sur le handicap. J'ai dit ça m'intéresse et j'aimerais bien venir vous filer un coup de main. Mais au départ, j'avais je n'étais pas touché personnellement dans ma famille ou dans mon entourage pour me prédestiner à travailler sur ce type de public spécifique. Et c'est au fur et à mesure des années, je connaissais bien, donc de 95, on va dire, jusqu'en 2001, j'ai bien connu le handicap moteur. Et en 2001, j'ai un petit garçon qui est né avec un syndrome autistique. Donc maintenant, je connais aussi bien la partie, je dirais, du handicap intellectuel que du handicap moteur. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les problématiques justement d'accessibilité au titre général dans la vie de tous les jours et d'accessibilité spécifique en zone de montagne par rapport au matériel et par rapport aux difficultés qu'on pourrait avoir par rapport à ces deux types de handicaps qui sont quand même différents à traiter. Alors justement, à l'heure actuelle, où est-ce qu'on en est en montagne ? Est-ce que les équipements d'accès à la montagne notamment sont étudiés pour tous ces publics-là ? Alors je dirais que si on reprend la loi de 2005, où on disait en 2015 tout sera accessible pour les personnes handicapées, on était dans une situation utopique. Et on se rend bien compte que de toute façon économiquement ça n'aurait pas été viable. Maintenant spécifiquement pour moi ce qui me concerne en zone de montagne, ce sont l'accès aux remontées mécaniques, donc plus précisément l'hiver, si même l'été on arrive à accéder à pas mal de remontées, plus précisément l'hiver. Je dirais qu'au départ on a eu beaucoup d'enthousiasme et les nouvelles remontées mécaniques avec télésièges débrayables, etc., nous étaient d'une grande accessibilité. Et ces 10 dernières années, avec les nouvelles installations qui sont faites, avec des tapis roulants de positionnement, des tapis d'embarquement, des dossiers hauts, dispositifs d'anti-sous-marinage, les fermetures automatiques des garde-corps, on est plutôt en régression dans l'accessibilité ces 10 dernières années, plutôt que dans une évolution positive. Et c'est un petit peu dommageable. Voilà. Alors maintenant, c'est vrai que les fabricants de matériel en France font de gros efforts pour adapter leur matériel aux remontées mécaniques. Mais normalement, ça devrait être l'inverse, puisque les remontées mécaniques, c'est du transport public. Et donc, ce serait à elles de s'adapter à la problématique des personnes handicapées. Et là, on a encore du chemin à parcourir. Comment faites-vous, vous, au sein de l'association, pour emmener des personnes en situation de handicap skier ou faire du parapente l'été ? Il y a du matériel, des fauteuils adaptés, par exemple ? Alors voilà, pour l'été, il y a plusieurs types de matériel qui existent. Pour le parapente, c'est un fauteuil avec 3 roues, une roue à l'avant et 2 roues à l'arrière, qui nous permettent d'avoir un décollage avec une aide au décollage. D'ailleurs, à Annecy, il y a une association aussi qui en fait pas mal au départ de la Forclaz. Nous, on est sur Passy, on a une belle vue face au Mont Blanc et on essaye de faire découvrir le parapente plutôt en biplace. On a eu quelques personnes en solo, mais c'est plutôt en biplace, avec un public qui est très large, puisque ça peut effectivement aller des personnes avec un handicap moteur, des personnes en situation de handicap intellectuel et aussi des personnes âgées. On a emmené des personnes qui avaient 94 ans, 96 ans, faire du biplace en parapente. Et pour eux, c'était la première fois souvent et une découverte. Pourquoi c'est important pour vous, pour votre association, de faire découvrir la montagne et ses sports, ses sensations aux personnes handicapées ou âgées ? C'est un peu des moments d'évasion. Déjà parce que pour beaucoup de gens, surtout dans les institutions, l'accès à la montagne, déjà pour les valides, est normalement compliqué. On se met des barrières. Ah non, je ne pourrais pas, il y a la neige, il y a ceci, l'altitude, etc. Alors qu'en fin de compte, on se rend compte qu'avec un petit peu d'adaptation,
des matériels adaptés, des gens qui connaissent la problématique du handicap et qui connaissent la problématique de la montagne, on arrive à rendre énormément de choses accessibles. Aujourd'hui, on a des matériels avec des moteurs électriques qui nous permettent d'aller faire des randonnées en montagne, de parcourir 1000 mètres positifs, même en étant en fauteuil roulant normalement dans la vie quotidienne manuelle. Là, on peut se permettre de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, ce côté d'accès à la montagne, je pense qu'il favorise la notion d'aventure. On peut se permettre de retourner dans des endroits qui n'étaient plus accessibles. Il permet aussi pour certains parents, selon certains séjours, certaines choses qu'on peut faire, d'avoir des temps de répit, où c'est plus eux qui gèrent les enfants, mais c'est nous qui gérons les enfants ou les adultes ou les personnes âgées. Ça peut être aussi des moments de convivialité où justement, avec certaines associations, c'est tout le monde partage ensemble la même activité. C'est-à-dire aussi bien les valides que les personnes en situation de handicap peuvent pratiquer la même activité. Par exemple avec le fauteuil tout-terrain ou le SimGo ou ce type de matériel spécifique. Il y a des bienfaits, j'imagine, que vous voyez, que vous mesurez au contact de ces personnes-là, des bienfaits peut-être même thérapeutiques de les emmener en montagne? Alors oui, pour certaines personnes, il y en a qui m'ont dit que ça leur avait... alors moi, j'ai toujours eu un petit peu de mal à appréhender en tant que sportif cet élément-là, mais il y a plein de gens qui m'ont dit oui, ça m'a permis de rebondir dans ma vie au quotidien, ça m'a permis de me dépasser, de me dire oui, je suis possible de le faire. Donc si je suis en capacité de le faire là, quelque chose qui me paraissait complètement inaccessible, ça veut dire que dans ma vie de tous les jours, je dois être capable de dépasser mes limites et là aussi de transgresser des interdits que je m'étais mis. Est-ce qu'il y a de nouveaux projets, des choses en cours que vous souhaitez encore réaliser avec votre association? L'association aujourd'hui a 27 ans et c'est jamais fini. Comme j'en ai parlé par rapport aux remontées mécaniques d'un point de vue politique où il va falloir avancer. Là, on a un nouveau matériel pour l'hiver que nous allons avoir, qui est un kart-ski avec un joystick, ce qui va permettre un accès avec des handicaps encore plus lourds. On avait déjà fait des séjours en Corse, là, liés à la problématique du Covid. Ça ne nous a pas été possible de refaire ces activités. Mais je pense qu'on va pouvoir remettre des séjours au printemps pour des groupes d'enfants en Corse ou ce genre de choses. Donc ça va continuer, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à construire. Comme je dis souvent, le tourisme est quelque chose de nouveau. On a l'impression mais ça ne fait pas tant de générations que ça, qu'il y a un développement du tourisme aussi important qu'on l'a maintenant. Donc je pense qu'en termes pour le handicap et le tourisme et le handicap, je pense qu'on a encore plein de choses à faire, à créer et à innover. Si on veut alors soit vous aider, est-ce qu'on peut venir être bénévole dans l'association par exemple? Alors tout à fait. Nous à l'association, on a plusieurs, il y a le fait déjà, il y a plusieurs axes bien déterminés dans l'association. Le premier, c'est de faire skier ou de faire pratiquer des activités de pleine nature, été et hiver, aux personnes en situation de handicap. Le deuxième axe, c'est de former, alors soit de former des bénévoles qui vont venir nous aider, encadrer, soit de former des parents, où là on trouve des subventions pour former les parents pour que ça ne leur coûte pas d'argent. On va en faire une là au mois de décembre, où on va former, je pense, une dizaine de parents qui puissent pratiquer avec les fauteuils. Et nous, ensuite, on leur met à disposition les fauteuils pour qu'ils puissent pratiquer avec leurs enfants ou leur famille. Donc ça, c'est la partie formation, où là aussi, on forme des professionnels d'établissement qui sont dans des IME, dans des MAS, dans des foyers d'hébergement, pour qu'ils puissent, eux, après, encadrer leurs propres résidents dans leur foyer. Et la troisième partie, c'est la partie, je dirais, plus lobbying, justement, par rapport à la problématique de l'accessibilité en montagne, où là aussi, on a un travail important à faire. Merci beaucoup, on vous souhaite beaucoup de courage d'ailleurs pour ce dernier axe. Et si on veut vous retrouver, on peut tout simplement taper Loisirs Assis Évasion sur Internet et on retrouve votre site. Et on retrouvera toutes les coordonnées du site. Merci beaucoup. Merci Frédéric Bougnol d'avoir été avec nous. Bonne continuation à vous. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis pour le 3e épisode de ce panorama. On se retrouve demain avec la directrice de l'association En passant par la montagne. Elle sera avec nous ici sur les bords du lac d'Annecy. À très vite sur 8 Mont-Blanc. Bonjour à
à tous, merci de nous rejoindre pour ce 3e épisode de notre panorama consacré cette semaine à des associations qui rendent la montagne accessible au plus grand nombre. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de l'association En Passant par la Montagne qui est basée à Servoz, près de Chamonix. Bonjour Barbara Comte-Péronard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice de l'association et vous êtes accompagnée aujourd'hui de François Viret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes guide de haute montagne. Alors, l'association a été créée en 1995 et au départ, elle accompagnait surtout des jeunes en difficulté. Aujourd'hui, les publics accompagnés sont un petit peu plus larges. Oui, voilà, on va viser tout public en situation de fragilité à un moment ou à un autre. Donc, ça peut être des jeunes, mais aussi donc, des personnes adultes, même des personnes âgées. Et ça peut être des difficultés sociales, des personnes en situation de handicap. On travaille beaucoup avec les jeunes qui sont pris en charge par la protection judiciaire et de la jeunesse. On travaille aussi avec les jeunes qui sont suivis par la prévention spécialisée. Voilà, donc c'est toute personne. François Viret, vous accompagnez particulièrement un public en situation de handicap dans la pratique de l'escalade. Voilà, l'association PPM a 2 clubs d'escalade basés à Annecy et au Fayet. Ces clubs, en fait, ont la volonté de mixer les publics valides et des publics de gens qui sont en difficulté, soit physique, soit mentale. Et donc on utilise comme support l'escalade pour intégrer un petit peu, mixer tout ce petit monde, et on arrive à des résultats assez sympas, des ambiances assez conviviales. Et voilà, et je m'occupe plus particulièrement du club d'Annecy qui est basé sur Annecy. Est-ce que c'est compliqué justement, techniquement, matériellement, enfin au niveau du matériel aussi, de mixer tout ce petit monde ? Ça demande effectivement une réflexion en amont, ça demande aussi de l'adaptation permanente, parce que au départ, je dirais, on n'a pas forcément tous les tenants, les aboutissants des difficultés que peuvent rencontrer en particulier les gens qui sont en situation de handicap. Mais on apprend avec eux et c'est ça qui est plutôt sympa, et puis petit à petit on affine un petit peu la pratique, on voit ce qui est possible, on fait évoluer la pratique. Les clubs ont quand même pas mal d'ancienneté maintenant, plus d'une 12aine d'années, donc on a un petit peu de recul sur la pratique. Barbara, vous l'avez dit, il y a tout type de public finalement, notamment des jeunes qui peuvent être en difficulté ou qui paraissent en tout cas un peu loin de ce milieu de la montagne. Comment vous allez vers eux et comment vous leur ramenez la montagne ? Alors on travaille à la fois avec toutes les structures sociales, donc les éducateurs qui travaillent auprès de ces jeunes. Donc nous, notre public cible au départ, c'est vraiment les structures type maison de quartier, centre de foyer d'hébergement, etc. Et c'est eux qui vont sensibiliser, travailler avec les jeunes pour imaginer venir depuis Paris jusqu'à ici. Et puis de plus en plus, nous on travaille avec les jeunes du territoire, parce qu'en fait il y a beaucoup de personnes sur le territoire qui habitent notamment dans des quartiers fragiles, qui n'accèdent pas du tout à l'univers. C'est complètement un autre univers, et du coup on va de plus en plus dans ces quartiers au cœur même pour essayer de leur donner le goût, en tout cas l'envie d'aller découvrir ce qui se passe à côté d'eux, au-dessus d'eux, et puis de les intégrer, parce que finalement si on est un peu éloigné culturellement de la montagne, on a une potentielle difficulté d'intégration sociale. Il y a eu une action là tout récemment que vous avez menée justement dans un quartier ? Oui, alors c'est le projet La Montagne prend ses quartiers. C'est la 2e édition qui a eu lieu cette année à Sallanches. L'année dernière c'était à Chamonix. Et l'idée c'est d'aller progressivement, donc là c'était à Vouilloux, dans le quartier, avec des activités montagne. Alors par exemple c'était une journée de course d'orientation dans le quartier. Ensuite c'était un mur d'escalade dans le quartier. Après c'était la réalisation d'une fresque murale sur la thématique montagne dans le quartier. Et puis tout doucement, on est allé faire de l'escalade en famille à côté du quartier, à 5 km, avec toutes les familles. Donc là, c'était vraiment intéressant parce qu'on a vu les mamans, les papas qui grimpaient également. Et après, on les a emmenés donc, en haute montagne pendant 2 jours. Au refuge Torino, on a marché sur le glacier, Petit Sommet, l'Aiguille de Toul, voilà. Comment s'est reçue cette expérience par ce public-là ? Alors déjà, quand on fait des actions dans le quartier, c'est hyper bien, on est attendu en fait, c'est drôle, enfin on est attendu, on ne nous attend pas, mais il y a du monde tout de suite qui arrive, donc on sent cette volonté, cette envie de faire des choses et d'être dans
dans l'activité. Et puis, alors l'activité haute montagne, elle est encore pour ces jeunes, là, on les met une fois, on les bascule quand même s'ils habitent là, on les bascule direct en altitude. Elle est pas, on n'a pas des retours sur le coup. Les jeunes ils crient, voilà, c'est difficile, je fais jamais de montagne et tout ça. Et puis finalement, on arrive, il y en a certains qui veulent faire le Mont Blanc. Il y en a certains qui veulent faire un groupe montagne pour venir régulièrement. Il y en a d'autres qui ont intégré le club d'escalade qu'on a à Saint-Gervais. Donc voilà, on accroche comme ça un petit peu les jeunes. Ils se rendent compte que finalement pour eux aussi c'est possible, c'est ça qui est important. Oui, se rendre compte que c'est possible. Et puis on travaille surtout sur des valeurs aussi, avec leurs éducateurs, sur des valeurs qui sont le dépassement de soi, la persévérance, se fixer un objectif et y aller, quoi. C'est tous les objectifs qui sont derrière, qui vont être travaillés. François Viré, vous, quel regard vous avez un petit peu sur ces publics ? Comment vous les voyez aussi évoluer grâce à l'activité, à l'escalade notamment ? Disons que déjà, l'environnement montagne et l'escalade en fait partie. Il y a bien sûr toutes les autres pratiques. C'est déjà d'être en connexion avec le milieu naturel. Donc moi, je crois très fort aux vertus du milieu naturel, apaisantes, qui favorise le dépassement, effectivement, mais aussi qui est un milieu par rapport peut-être au milieu urbain qui est assez brut. Dans le sens où quand il fait froid, quand il fait chaud, et on ne triche pas. Donc c'est cette reconnexion avec une réalité naturelle, et pour moi elle est importante. Et puis après c'est l'aspect humain, l'effet de groupe, il y a quelque chose, une alchimie qu'on ne maîtrise pas toujours, mais qui va se construire, et quelque chose qui va rester gravé dans les mémoires. Et je ne parle pas que des jeunes ou que des participants, même pour nous encadrants, c'est évidemment des moments très forts. Quand on voit quelqu'un qui ne peut pas marcher normalement arriver au sommet d'une voie, c'est un moment fort, et pour tout le monde. Voilà. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que c'est compliqué ? Alors tout à l'heure on parlait du matériel pour les personnes en situation de handicap par exemple, mais des jeunes qui vivent en milieu urbain, qui n'ont pas forcément l'habitude ne serait-ce que de marcher, ou qui ne sont pas entraînés pour cet environnement-là, c'est difficile de les emmener petit à petit vers une randonnée, une ascension ? Oui, il peut y avoir quand même des moments un peu de tension, c'est évident, mais c'est toujours aussi des moments qui font l'objet de débriefs. On essaye d'un petit peu de... on va pas se voiler la face. Il y a des moments effectivement où il y a des tensions, où il y a du rejet aussi. Mais l'intérêt, il est de dépasser ça. Et très souvent, à 98% des cas, ça aboutit sur quelque chose d'assez... on peut qualifier de réussite et d'assez fort sur le plan humain. Mais ça ne se fait pas sans difficulté. Il faut s'adapter, il faut modifier. On travaille aussi avec le milieu extérieur qui est un aléa par lui-même. La météo, on la maîtrise pas, et heureusement. Et du coup, on fait avec. Voilà. L'esprit de cordée aussi, j'ai en tête des images d'ascension que vous avez pu réaliser. C'est quelque chose que vous leur apportez, cet esprit de solidarité aussi ? Oui. C'est vrai qu'il y a vraiment le symbole de la cordée, il est hyper... tout de suite, il est marquant. Nous, on aime beaucoup mixer les cordées. Déjà, alors qu'il y ait un éducateur et un jeune avec, tout le monde est au même niveau. On est au même niveau, et du coup, ça rééquilibre les jeux, les rôles. Et puis ça marche aussi vraiment beaucoup avec par exemple une personne qui est en détention et une personne qui est un entrepreneur. On aime bien faire ça pour essayer de casser les barrières et d'être tout le temps au même niveau, donc ça c'est super. Et point de vue solidarité, le petit bout d'alpinisme qu'on a fait avec les jeunes, c'est ça qui a marqué un des jeunes, c'était de suivre, il y en avait un qui était plus lent, donc il devait ralentir, donc c'est difficile d'être au rythme de l'autre, mais c'est ce qui l'a marqué, et c'est ce qu'il a finalement aimé, quoi. C'est d'apprendre à réguler son rythme. Ouais.
Est-ce que leur apprendre à comprendre, à vivre des expériences dans cet environnement-là, ça permet aussi de leur apprendre à mieux le respecter dans une époque aussi où on parle beaucoup du respect de l'environnement justement? Oui, oui, alors c'est vrai qu'avec chaque projet, on va aborder la question du climat, des changements sur la nature, sur la montagne. Alors quand on va notamment sur la mer de glace, c'est très très visible. Donc cet été, on a fait pas mal de projets pour aller faire de l'initiation alpinisme et on abordait en amont le problème parce qu'il est très visible et du coup voilà, ça donne c'est vrai que on participe comme ça un peu à l'éducation à l'environnement. Comment peut-on vous retrouver si, je sais pas, des centres sont intéressés ou même des jeunes est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Oui, tout à fait. Donc on a un site internet là qui va être un nouveau site internet qui va être mis en ligne très prochainement. Donc il est très facile à retenir, c'est www.montagne.org au singulier. Effectivement. Et on est à Servoz, donc à quelques kilomètres de Chamonix. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous les deux, Barbara Comte-Renard et François Viret, d'être venus nous voir pour l'association En passant par la montagne. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve demain pour le 4e et dernier épisode de ce panorama. À très vite. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le 4e et dernier épisode de ce panorama dédié à la médiation par la montagne. Aujourd'hui, j'accueille un représentant du SPIP de Savoie, le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Bonjour Jérémy Golfier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Quel est votre rôle? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors notre rôle est sous mandat judiciaire du juge d'application des peines de suivre et d'accompagner les personnes qui ont été condamnées pour des crimes ou délits, donc dans l'exécution de leur peine. Ces personnes ont des obligations, des interdictions à respecter quand elles se retrouvent à exécuter leur peine à l'extérieur. Et donc notre service est chargé donc à la fois d'assurer une forme de contrôle du respect de ces conditions posées par le tribunal, et à la fois de les accompagner sur le champ de l'insertion sociale, de l'insertion professionnelle, donc en coordonnant tout un tas d'acteurs comme les partenaires sociaux, les assistants de service social, les services médicaux, services médico-psychologiques et les services de l'insertion professionnelle. Donc voilà en quoi consistent nos missions, avec en ligne de mire l'objectif de prévenir la récidive, donc en travaillant, en réfléchissant avec la personne à tout un tas de facteurs qui ont à un moment donné les ont amenés à commettre un délit et de réfléchir avec eux sur leurs capacités et les choses qu'elles doivent mettre en place pour éviter qu'elles ne se retrouvent à nouveau dans ces situations-là. Et donc ça, c'est le volet de notre travail pour les personnes qui exécutent une peine dans la société civile, donc ce qu'on appelle en milieu ouvert. Et notre métier quand on travaille en détention, donc pour les personnes qui ont une peine à exécuter en détention, donc nous sommes chargés en fait dès leur arrivée, dès leur entrée en détention, de préparer la sortie. Donc de préparer la sortie, c'est pareil, de mobiliser tous les acteurs du secteur médico-social, du champ de l'insertion professionnelle, pour pouvoir assurer les conditions de sortie de détention les plus dignes possibles, et qui seront aussi qui favoriseront aussi la sortie de délinquance et participeront à la prévention de la récidive. Notre métier, c'est également de proposer au juge d'application des peines des aménagements de peine quand cela est possible. C'est-à-dire que pour les personnes qui ne sont pas encore incarcérées, de pouvoir exécuter leur peine sous une autre forme que la détention. Donc ça pourrait être le bracelet électronique, la réalisation d'un travail d'intérêt général, la semi-liberté, la libération conditionnelle, la prise en charge par des structures associatives dans le cadre de placements extérieurs. Et ces choses-là, on les retrouve également pour les personnes qui sont incarcérées, donc pour préparer la sortie, de créer une espèce de sas avant la libération définitive, où elles vont pouvoir, dans le cadre de cet aménagement de peine, retrouver leur marque et se lancer à nouveau dans la société civile. Vous êtes en lien également avec leur famille ? Oui. Alors, quand les personnes incarcérées
arrivent en détention et le souhaitent, on peut contacter leur famille effectivement pour préparer au mieux cette arrivée qui est une période assez délicate pour tout le monde, hein, en termes de prévention du suicide aussi, de choc carcéral. Donc le lien avec les familles est important pour la création des permis de visite, pour l'accès au téléphone à demander au directeur de l'établissement pénitentiaire. Voilà, pour l'envoi de mandat, pour le dépôt de linge tout simplement aussi. Voilà, pour que la personne se retrouve dans les conditions les plus dignes possibles quand elle exécute sa peine, tout simplement. Alors dans cette émission, tout au long de cette émission, on a parlé beaucoup de montagne, de la montagne. Comment elle intervient dans votre métier, dans votre rôle ? Alors la montagne, forcément, c'est notre environnement naturel quand on est en Savoie, Haute-Savoie. Et c'est une manière pour nous, pour les services pénitentiaires, donc le SPIP ou alors les services de la détention qui s'occupent de la gestion des détenus, de proposer des sorties culturelles, sportives, qui vont permettre aux personnes incarcérées de découvrir un nouvel environnement, quelque chose par exemple vraiment qu'elles ne connaissaient pas, et qui dans la dynamique de groupe, parce qu'on va sortir éventuellement en permission à plusieurs, d'intégrer, de respecter des codes sociaux, de respect, d'écoute, ce genre de choses. Et ce sont ces choses-là que l'on va chercher. Forcément, la montagne va avoir ce caractère sportif, un peu de dépassement de soi, dépasser ses limites, de fournir un effort. Donc c'est tout naturellement que bien souvent, dans les régions de montagne, nos services vont proposer des sorties dans cet environnement-là. Comment ça se passe pour organiser ces sorties ? J'imagine que logistiquement, administrativement aussi, il y a tout un parcours. Alors effectivement, à la base, l'initiative en fait peut venir de n'importe qui. En tout cas de moi, mes collègues, ou alors des agents qui sont recrutés et qui travaillent dans nos services pour mettre en place des activités culturelles, sociales et sportives. Donc à la base, il y a une envie, il y a une idée des personnels de monter tel type d'action. Le partenariat ensuite doit se trouver avec une association, un guide. Un guide parce que nous ne sommes pas formés pour accompagner les gens, en tout cas dans un milieu naturel qui peut s'avérer aussi être dangereux. Donc le partenariat, en tout cas à Chambéry, on l'a créé avec l'association Nature Montagne et Hommes, qui nous accompagne depuis 2018 sur les sorties qu'on a pu organiser. Donc à la base, il y a cette idée, cette envie-là, que l'on propose à nos directions, que l'on propose aux juges d'application des peines, parce que c'est ce magistrat-là qui aura le dernier mot de dire si oui ou non j'accepte une permission de sortir, c'est-à-dire l'autorisation pour un groupe de détenus encadrés de faire une sortie d'une journée, 2 journées, voire 3 jours parfois, en montagne, dans cet environnement-là. Donc en gros, on passe par une information par le biais de flyers auprès de la population des détenus, les personnes qui sont qu'on appelle permissionnables, c'est-à-dire dans les conditions juridiques pour pouvoir bénéficier de ce type de sortie, postulent, déposent une permission de sortir et lors d'une commission qui a lieu grosso modo 1 fois par mois, des fois 2 fois par mois pour certains services, les dossiers sont présentés au juge d'application des peines qui valide telle personne et qui peut écarter aussi telle autre personne qui aurait eu un comportement inadapté les jours précédents en détention. Mais de manière générale, les juges vont nous suivre dans cette démarche-là et valident la plupart des personnes qui sont intéressées. Et une fois que le juge a rendu cette décision-là, tout simplement, l'autorisation est accordée. Et le jour dit, on s'en va. On vient chercher les personnes le matin, on rentre le soir, et voilà. Sur le terrain, alors c'est peut-être une question bête ou en tout cas influencée par l'image cinématographique qu'on peut avoir des personnes en détention, mais sur le terrain, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des surveillants ? Est-ce que les personnes sont assez libres ? Alors, les personnes sont encadrées donc forcément par le guide de montagne, par des personnels de mon service et par des personnels de surveillance qui appartiennent à la maison d'arrêt. Donc en l'occurrence, à Chambéry, le chef de détention
nous accompagne. En l'occurrence, j'encadre aussi les personnes avec une autre de mes collègues qui investit sur ces projets-là. Et à Chambéry, à la maison d'arrêt de Chambéry, par exemple, on a fait le choix d'associer aussi le service médical. Qui en amont de la sortie aura quand même regardé si les personnes ont des difficultés physiques quelconques et qui pourra réagir en cas de pépin sur le moment de la sortie. Donc il y a cet encadrement-là, mais les gens ne sont pas menottés, on n'est pas armé, et l'état d'esprit de ce type de sortie repose avant tout sur la confiance, sur le lien qu'on a pu créer avec les gens-là, et l'engagement aussi qu'on leur donne, de leur permettre une journée de découverte, une découverte d'un environnement, d'une découverte de soi-même, une découverte d'un groupe, enfin toutes ces choses-là. Et eux s'engagent également aussi à ce que les choses se passent correctement. Donc pour ma part, il n'y a jamais eu de crainte qu'il y ait un événement comme une évasion, ce genre de choses qui se produisent. Et de manière générale, une évasion, ça peut être quelque chose de très simple, une personne qui ne rentre pas d'une permission de sortir. Voilà. C'est pas aussi spectaculaire que ce qu'on peut voir à la télé ou dans les films. Mais juridiquement parlant, une évasion, c'est ça. C'est quelqu'un qui ne rentrerait pas tout simplement d'un entretien chez un employeur ou d'une permission dans sa famille. Voilà. Vous l'avez dit, vous participez, vous avez eu l'occasion de participer à ces sorties. Quels sont les retours? Est-ce que vous voyez des bienfaits, un changement peut-être chez les détenus? Alors, le retour que les personnes nous font sur l'instant T, au moment de la sortie, alors effectivement, la première réaction, c'est la bulle d'air, la respiration. Voilà. Ça fait X temps qu'on est incarcéré, il nous reste encore un certain nombre de semaines ou de mois à purger. La sortie à l'extérieur fait du bien parce qu'il y a ce retour à l'extérieur, il y a ces espaces à se réapproprier. Et les gens aussi nous font ce retour-là de la satisfaction d'avoir pu aller à un sommet, d'avoir pu parcourir une distance, faire de l'effort physique là où ils ne se pensaient plus capables de le faire. Donc ça leur permettait aussi de reprendre un peu confiance en eux. Et pour certaines personnes nous ont dit que ça leur a donné des idées, par exemple, pour se dire, plutôt que de traîner à tel endroit les week-ends quand je fais rien, je me rends compte qu'au final, à 10 ou 15 minutes de chez moi, il y a un terrain de jeu qui est plutôt pas mal. Donc voilà, en gros, les retours qu'on peut avoir, donc, de découverte en fait de soi, de ses capacités physiques, mais aussi à tenir en groupe. Voilà, c'est-à-dire de cohésion, d'être en relation avec les autres. C'est pas parce que j'ai plus de capacité physique que je vais courir loin devant et pas attendre le dernier qui galère davantage. Donc ce sont des choses comme ça que les gens nous rendent. Merci beaucoup Jérémy Gaultier d'être venu nous voir pour nous parler de votre rôle de conseiller pénitentiaire et donc des bienfaits de la montagne. On en a beaucoup parlé dans cette émission. Merci. Merci. Et à bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe pour la réalisation, la préparation de cette émission. On se retrouve très vite sur 8 Mont Blanc pour de nouvelles aventures. À bientôt.